Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. On va rejoindre tout de suite Fred Bastien, mon chroniqueur qui se trouve à Hong Kong. Bonjour Fred. Salut Isabelle, ça va? Oui, on veut savoir bien sûr ce que pense l'Asie. Tu es notre fier représentant là-bas de cette arrivée, de ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Tu as interrogé plusieurs personnes là-bas par rapport au retour de celui qui a dit qu'il serait dictateur, mais seulement une journée, c'est-à-dire aujourd'hui. Oui, puis avec tous les ordres exécutifs qu'on nous promet, chose certaine, ça bougera probablement. Et ça fait des vagues jusqu'à l'autre bout du monde. Là, on voit présentement, je me promenais dans le centre-ville de Hong Kong aujourd'hui. Grosse affiche numérique de Trump dans une banque qui se spécialise dans la crypto-monnaie. Une banque qui dit peut-être que l'arrivée de Trump aux États-Unis aura un impact positif sur les crypto-monnaies. Donc, il se sert carrément de son image pour faire de la publicité pour leur institution et pour la crypto-monnaie. Bon, sans tomber dans toute l'histoire de Trump qui a été là, favorable au Bitcoin dans la campagne et qui a lancé son propre coin récemment, qui est une autre histoire en soi. Mais c'était intéressant de voir que même ici, bon, le président américain fait des vagues. Là, on sait qu'il fait des vagues au Canada, mais il fait des vagues aussi en Chine et à Hong Kong. Bon, là, premièrement, je suis à Hong Kong, donc il faut juste récapituler qu'est-ce que Hong Kong, là, parce que quand on arrive dans un aéroport chinois, il y a 3 zones. Il y a les arrivées internationales, il y a les arrivées en Chine continentale et il y a les arrivées à Hong Kong, Macao et Taïwan. Parce qu'on ne veut pas dire si c'est international ou local. Parce que bien sûr, c'est Hong Kong, là en particulier, un territoire qui a des lois, on pourrait dire, occidentales jusqu'à 2047. Alors, autour de moi, oui, j'ai rencontré des gens qui venaient de partout, mais surtout des Chinois qui viennent travailler à Hong Kong. Et ce qu'ils te disent d'ailleurs, ils te répondent avec une question souvent, là. Ça c'est de la bonne réponse, ça, c'est de la bonne stratégie. Exact. Ben, tu sais, j'étais le gars qui demandait à des inconnus aujourd'hui que pensez-vous de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui levaient un peu les sourcils. Il y en a qui disaient, vous demandez vraiment à un Chinois ce qu'on pense de Donald Trump, tu sais. Ouais. Donc, oui, j'essaie d'être diplomate. Même eux étaient extrêmement diplomates. Même, je portais ce chandail qui est un chandail d'aviation. Là, on me disait, est-ce que vous êtes un vétéran? Donc là, je disais, non, c'est juste, j'ai des amis qui réparent des avions, là. D'ailleurs, je salue tout le monde qui sont dans nos forces armées. Mais donc, quand je creusais un peu, bon, après les premières réponses, il n'est pas si bon, il n'est pas si mauvais. Quand on réussissait à vraiment communiquer, je sortais mon téléphone pour qu'on puisse écrire en anglais avec un traducteur chinois, donc on allait plus que dans les rudimentaires. On avait des réponses extrêmement intéressantes. Premièrement, les gens ici savaient là, qu'il a menacé ou promis d'annexer le Canada. Avant même que je leur mentionne que j'étais Canadien, on utilisait ça comme exemple de sa potentielle folie. En disant, les gens disaient, avez-vous vu? Il a dit sur Internet qu'il allait annexer le Canada, mais le monde entier voit ça, comme si c'était absolument incroyable de sa part. Puis moi, ce que j'ai trouvé absolument fascinant comme commentaire, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'écrire en chinois sur mon téléphone. Je l'ai ensuite traduit. Je vous fais la citation directe. Vas-y. Après être devenu président, malgré l'augmentation de son âge, il devrait comprendre l'équilibre entre les intérêts et les inconvénients de la collecte de fonds excessive. Fondamentalement, il possède encore une pensée humaine qui est l'art d'échanger des avantages et de faire des compromis. Alors clairement, j'avais affaire ici... T'es tombé sur un politicologue de Hong Kong? Il était bon. Ben, un grand négociateur qui lui-même me disait que son travail était dans le commerce du fer. Il faisait du trading de fer. Et plusieurs personnes me disaient, ben, Trump, c'est un businessman. C'est quelqu'un qui veut continuer de s'enrichir. Alors, c'est comme ça qu'on l'a perçu beaucoup là, dans les rues de Hong Kong aujourd'hui. Il faut quand même le dire, bon, au cours des derniers jours et même jusqu'à il y a quelques heures, on sait que le vice-président chinois a rencontré son homologue américain tout juste avant l'investiture du président Trump. Les diplomates chinois, les diplomates américains ont multiplié les contacts, ils se sont vraiment rencontrés et tout. Donc, il y a comme une bonne volonté, là. Ça semble pas, en tout cas, si on se fie à ce que nous rapportent les journaux là-bas. Je regardais un petit peu, là, justement, pour me préparer à notre discussion. Et il y a comme, s'il y a une guerre commerciale qui s'annonce en ce moment, c'est le calme avant la tempête. On pourrait dire ça comme ça. Ce qui est quand même assez... Ben, je trouve ça intéressant, Fred, parce que la Chine, vous êtes toujours en avant de nous autres. Là. Il y a comme un décalage. Et donc, si on se dit, ben...
est-ce qu'il va calquer cette stratégie pour ensuite faire la même chose avec nous au Canada puis au Québec? C'est important là, de voir comment il agit avec les autres. Évidemment, bon, il y a un rapport avec les dictatures qu'on comprend mal, hein, Donald Trump, mais c'est quand même intéressant de le regarder aller, là. Mais ce que tu mentionnes, je pense que c'est important pour les citoyens du monde entier, dans le sens où c'est les États-Unis et la Chine, c'est deux énormes puissances. Puis oui, il y a plusieurs autres pays, dont le nôtre, mais il faut vraiment que ces deux nations-là s'entendent d'une manière ou d'une autre si on veut avoir la paix sur la planète. Là, je pense que c'est bon d'avoir une compétition saine, parfois dans un monde commercial, dans un monde sportif, dans un monde, le jeu de la compétition est toujours plus payant que la destruction, la guerre et ce que ça peut amener. Et impossible de passer à côté de l'enjeu de TikTok parce que les gens ici, quand je leur posais la question sur Trump, immédiatement on me parlait de TikTok. On disait, êtes-vous sur TikTok? Quand les gens essayaient de savoir si je l'utilisais, si je ne l'utilisais pas. On m'a rementionné ici que les gens utilisent Douyin qui est la plateforme, on pourrait dire, le pan chinois de TikTok. Et là, sur Internet, les réactions fusent de toutes parts. Est-ce que c'était de la propagande de Trump de canceller l'application? Oui. Rappelle peut-être la fameuse saga, Fred. Qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui auraient manqué ça là, et qui nous écoutent? Bon, on est en 2020 et Donald Trump signe un ordre exécutif qui forcera là, les cours à statuer sur la présence de TikTok en Amérique ou non. Alors, la date limite était le 19 janvier. Finalement, le bannissement a été accepté par la Cour américaine. Alors, pendant 13 heures, les Américains n'avaient pas accès à TikTok. Et là, sur Internet, c'était l'apocalypse. Là. Il y a des gens on voyait certaines personnes avaient des symptômes de dépendance, là, de manque, là, un peu comme un withdrawal, comme un alcoolique qui aurait perdu son alcool. Là, et d'autres avaient une tête un peu plus froide en se disant, on va voir ce qui va arriver. Et là, il y a des rumeurs qu'il y a une grande proximité entre M. Trump et le fondateur de TikTok. On sait que M. Trump est près des géants technologiques, là, on l'a nommé Zuckerberg, Musk, etc. Donc, il y a l'idée que Trump pourrait sauver la plateforme et il y en a qui disent que c'est une manière d'instrumentaliser la génération Z parce que c'est une application qui leur est chère. Alors, est-ce que c'est une manière pour Trump de redorer son image auprès de ceux-ci? Le présentement, TikTok est accessible à nouveau aux États-Unis. Il y en a qui disent que leur algorithme a peut-être changé. Ça serait étonnant, là, considérant que c'est arrivé très rapidement. Mais la vraie question, c'est que va-t-il arriver? Parce que si Trump permet à TikTok d'exister, on devine qu'il y a une entente qui aura lieu. Là. Donc, est-ce que c'est des Américains qui achèteront TikTok? Est-ce qu'on va convaincre le fondateur de TikTok de venir aux États-Unis, de séparer les deux applications? Est-ce qu'on va permettre à des géants technocrates comme M. Musk ou M. Zuckerberg d'avoir un accès à ces données-là, à ces personnes-là, à ces usagers-là? Pendant ce temps-là, il n'y a pas de changement majeur sur les autres applications. On voit que Twitter X a commencé à lancer un onglet vidéo un peu plus agressivement. Donc, on sent peut-être qu'il y a un marché à aller chercher, mais c'est dans les prochains jours qu'on va savoir vraiment ce qui va arriver. Puis, moi, je suis très curieux de savoir si ça va devenir un outil du gouvernement américain, comme on disait que c'était un outil du gouvernement chinois. Parce que les autres compagnies technologiques n'appartiennent pas au gouvernement américain. Là. Ce sont des compagnies privées, même la plupart sont publiques, là, pas Twitter, mais on peut investir dans ces compagnies. On pourrait, vous et moi, Isabelle, acheter des actions de Meta et devenir copropriétaire de Meta. Les livres comptables sont ouverts, ce qui n'est pas du tout le cas de TikTok. Et si le gouvernement américain utilise cet outil-là, qu'adviendra-t-il des usagers, des algorithmes et du contenu qu'on y verra? C'est vraiment une bonne question. Oui, en tout cas, ça sent la stratégie à plein nez, cette affaire-là. Oui, ça sent la stratégie. Bon, si vous êtes c'est particulier parce que si vous êtes un amateur de la liberté d'expression, il y a une espèce de contraste aux États-Unis parce que certains disent en bloquant TikTok, on nuit à la liberté d'expression. En même temps, on sait que la liberté d'expression, lorsque c'est un outil potentiel pour une puissance étrangère, peut-être rivale aux États-Unis, c'est pas la même chose que la liberté d'expression là maison, on pourrait dire. Donc, ça va être extrêmement intéressant à suivre. Puis c'est là qu'on va voir
si cet écosystème médiatique continuera de se diversifier, hein, parce que moi je trouve ça sain quand même qu'il y ait des compétiteurs, qu'il y ait différentes manières d'accéder à cet Internet. Tu sais, moi dans mon temps, là, quand j'étais jeune, là, puis j'avais pas de barbe, puis j'utilisais l'Internet, il y avait pas de grosses plateformes comme ça qui monopolisaient presque le web. Tu sais, maintenant, on a l'impression qu'on doit passer par Google, qu'on doit passer par Facebook, qu'on doit passer par Twitter, par Instagram pour accéder au web. Plus il y a de joueurs, en théorie, mieux c'est pour le consommateur. Oui, sauf que là, il y a comme, tu sais, quand tu dis Facebook, Instagram, même gars, là. Oui, Il y a une totalement. aussi qui dit qu'Elon Musk pourrait devenir acquéreur de TikTok. Fait que, tu sais, à un moment donné, bon, on aura l'occasion de s'en reparler, tout ça. Merci beaucoup, Fred Bastien. Merci de nous avoir fait part de tout ça. De l'autre côté de la planète, Fred était en direct de Hong Kong.